Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Parlons-en. Moi, c'est Aïssa Toutal, membre du comité de recherche des jeunes à l'Observatoire des communautés noires du Québec. Pour cet épisode, je discute avec Patrick Minko, qui est chercheur à l'Observatoire. Bonjour Patrick. Bonjour. Il a écrit un cahier avec son collègue Judéon Young qui porte sur le profilage racial. Je le montre. Il est disponible sur le site de l'Observatoire. Vous pouvez le télécharger et puis jeter un coup d'œil dessus. Alors Patrick, pourquoi as-tu choisi le sujet du profilage racial pour ce cahier? Alors, avant de venir au Québec, j'habitais en France. Donc, mes années charnières entre l'adolescence et le début de l'âge adulte ont été en France. Et en France, j'ai été confronté au profilage racial plusieurs fois. Mais en France, c'est tellement banalisé que c'est même comme un rite de passage pour chaque personne noire, surtout pour les hommes, pour les femmes aussi d'ailleurs. En fait, en France, c'est banalisé. Ça fait partie du quotidien des personnes noires. C'est devenu normal. C'est normal. On se fait contrôler dans le métro, dans le RER, dans la rue. Personne ne s'en offusque plus. Et en arrivant ici, je me suis rendu compte qu'il y avait du profilage racial, mais qu'on pouvait en parler, on doit en parler d'ailleurs. Et donc je me suis dit que pour le cahier sur la justice, quand Belinda m'a demandé, Belinda Ba, la directrice de l'Observatoire, m'a demandé quel sujet je voulais aborder, je me suis dit tout de suite le profilage racial. Surtout, je me dis, pour les plus jeunes, il ne faut pas que ce soit banalisé pour les plus jeunes. Pour un jeune, se faire contrôler juste parce qu'il est noir, c'est pas normal. Je trouve on devrait en parler, le documenter. Donc c'est vraiment, avec mon collègue Judéon, que je remercie d'ailleurs, on a vraiment pris plaisir à parler de ce sujet, qui est un sujet d'actualité. Patrick, on entend parler de profilage racial et de discrimination. Vous pourriez penser que ces deux termes sont liés. Donc, quelle est la différence entre les deux? Alors, le profilage racial fait partie de la discrimination raciale. On pourrait définir le profilage racial comme de la surveillance et des moyens de coercition qui sont installés contre les personnes, selon les stéréotypes, contre les personnes noires. Donc, ça fait partie de la discrimination. Dans la discrimination, on a des discriminations directes et des discriminations indirectes. Le profilage racial fait partie des discriminations directes parce que c'est directement basé sur la couleur de la peau. Il y a des discriminations indirectes qui sont un peu plus subtiles. Par exemple, dans une école, il y a un règlement qui dit on n'a pas le droit de coiffure naturelle. Donc, c'est pas dit, mais coiffure naturelle, les tresses, les locks, je sais que c'est la communauté noire qui va en pâtir. Oui. Donc ça, c'est une discrimination indirecte. Donc c'est ça. Le profilage racial est une discrimination directe, mais ça fait partie des discriminations. Okay. Donc on peut dire que le profilage racial, c'est une discrimination. Exactement. Maintenant, quels sont les facteurs qui favorisent l'existence du profilage racial? Ouf. C'est une vaste question. On pourrait passer 2 jours, mais je vais essayer de résumer. En citant certains facteurs. On pourrait évoquer les facteurs institutionnels et systémiques. Par exemple, le manque de formation. Par exemple, sur la diversité culturelle. Pour un policier, si déjà la personne n'a pas cet outil-là, comment il veut... Donc, je pense que ça, c'est un facteur important. On pourrait aussi évoquer un facteur culturel, que ce soit dans les médias ou dans la littérature et tout ça, la façon dont les populations racisées sont décrites. Donc ça peut renforcer le stéréotype que les gens ont déjà. Donc c'est déjà ancré historiquement et dans les institutions locales. Sinon, il y aurait aussi, on a pu voir dernièrement, ça ce serait plutôt un facteur politique et de sécurité, en associant immigration et population, par exemple, noire. Immigration, oui. Population racisée, on va dire les populations noires. Donc, dans l'esprit des gens, tu vois, il y a déjà ce lien-là. Et donc, voilà, ça renforce aussi dans l'esprit des gens quand un policier dit, oui, le profilage racial, c'est pour prévenir. Donc, pour la personne, c'est naturel. Il entend cet argument-là. Donc, voilà. Ce sont juste quelques facteurs. La partie, on dit que quand on dit crise de logement, immigration, insécurité, immigration. Donc, c'est ça, toute l'immigration à bon dos, on va dire. Oui. Alors, c'est quoi le rôle des médias dans tout cela? Les médias ont un rôle quand même assez ambivalent, en fait. Parce que dans un sens, elles perpétuent les stéréotypes, mais en même temps, quand les médias veulent vraiment, ils peuvent, par exemple, faire prendre conscience aux gens, par exemple, juste sur le racisme systémique, quand ils veulent vraiment le faire. Souvent, ils mettent beaucoup en avant immigration et criminalité. Rien que dans le fait, quand il y a des suspects qui sont noirs ou arabes, on va tout de suite parler de leur origine. On le fait pas pour les personnes blanches. Oui. Il y a cet aspect de victimisation, entre guillemets. Quand, par exemple, quelqu'un va dire « j'ai été victime de profilage racial », souvent on a tendance à minimiser. On va souvent dire « ah ouais, mais la personne se plaint beaucoup ». On a toujours entendu ce discours-là en disant « ah, les Noirs sont des victimes parce qu'ils se plaignent ». Donc ça joue aussi.
Il y a aussi le manque de diversité. Le manque de diversité. Il n'y a pas beaucoup de chroniqueurs, de journalistes noirs ou arabes ou autochtones à la télé. Il y en a quelques-uns. Donc, comment on veut parler d'une situation si on n'invite pas les personnes qui sont concernées? Donc l'information est biaisée, elle est partielle, et il n'y a pas de contextualisation. Par exemple, on parlait de contextualisation, le profilage racial. On a souvent tendance à dire que c'est par rapport à quelques policiers. C'est un problème systémique. Ce n'est pas juste 2 ou 3 policiers, le profilage racial. C'est un corps de métier, je ne dirais pas qui est gangréné, mais dans le cahier, on le dit, que ce n'est pas juste le fait d'une minorité, c'est la majorité des policiers. Et quand je disais l'autre partie de la façon dont les médias peuvent changer les choses, souvent ils le font. Quand on a eu la mort de George Floyd, oui. Il y a eu plusieurs émissions, plusieurs débats, mais ça s'est arrêté. Aujourd'hui, il y a des George Floyd chaque semaine là, aux États-Unis. Oui. On n'en parle pas. Personne n'en parle. Donc, c'est un des aspects. Quand il y a eu l'affaire aussi Mamadi Camara, ce jeune conducteur noir qui avait été arrêté parce qu'on l'avait accusé d'avoir tiré sur un policier, alors que ce n'était pas lui. Il a quand même été mis en prison. Les médias l'ont présenté dans un premier temps comme le tireur. Comme le tireur. Ouais. Donc aujourd'hui, bon, il a été indemnisé. Aujourd'hui, son nom est lavé, mais imaginez, il a quand même été en prison pour ça. Donc après ça, il y a eu une prise de conscience des médias qui ont fait. Il y a eu beaucoup de reportages aussi, mais le souffle est vite retombé. Donc c'est dommage quand il y a des événements d'en parler, mais de pas faire une prise de conscience générale, de pas permettre aux gens d'avoir une prise de conscience générale en mettant les termes sur le devant de la scène. Le racisme systémique existe, mais on n'en parle pas. Est-ce que le profilage racial est très différent entre les différentes régions du Québec et du Canada de manière générale? Oui, quand même. Ouais. Parce qu'au Québec, ce sont principalement les personnes noires et les personnes arabes et les autochtones, qui sont les 3 cibles, entre guillemets. Par exemple, en Colombie-Britannique, ce sont les Asiatiques, notamment à Vancouver. C'est documenté. Il y a des avancées aussi. Dans d'autres, par exemple en Ontario, en Colombie-Britannique, parlent ouvertement de racisme systémique. Ils le reconnaissent. Les policiers de la métropole, eux, ils sont plus exposés aux groupes racisés. Donc, qu'est-ce qui explique le fait que ce soit chez eux qu'on observe le plus d'interpellations discriminatoires? Tu peux vivre au milieu de personnes racisées, mais ça n'empêche pas que si tu as déjà des a priori, ça va se retrouver dans ton travail. Donc, est-ce que le fait de vivre dans une ville où il y a 35% de la population issue de l'immigration change quelque chose? Je ne pense pas que ça change quelque chose. Parce qu'on a déjà les stéréotypes qui sont là. Exactement. Oui. On peut pas les changer du jour au lendemain. Pas que tu as ça en toi, parce qu'on ne naît pas avec des idées racistes, on ne naît pas raciste, mais je pense que, voilà, quoi. Et en plus, comme on disait aussi, les médias, la presse, dans la culture populaire, donc le noir est proxénète, l'arabe est voleur. Ce sont des choses qui restent en fait dans la tête. Donc, comment tu veux faire ton travail quand tu as ça quand tu as déjà ça, quand tu veux bien faire ton travail, quand tu as déjà ça dans l'esprit, quand tu as déjà ça à l'esprit avant de devenir policier. C'est compliqué. Ouais. Si tu prends une personne en costume cravate dans un quartier aisé et une personne en tenue décontractée dans un quartier populaire, entre les deux, qui a le plus de chances d'être interpellé? C'est le principe du nez au milieu de la figure. À mon avis, la personne en costume dans un milieu blanc, on va dire les termes, a plus de chances d'être contrôlée. Parce qu'on va dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? On est dans un milieu blanc, pourquoi lui là? Mais même si lui, il est en costume cravate avec une BMW... Justement, j'ai quelques anecdotes par rapport à ça. Je me rappelle, à l'époque, j'habitais sur la rive sud à Longueuil, qui est à côté de Brossard, donc j'allais souvent à Brossard pour voir des amis. Et je me suis jamais fait autant contrôler que quand je passais à Brossard en voiture. Parce que c'est pas un quartier où il y avait beaucoup de Noirs à l'époque. À Longueuil, il y a des Noirs, donc c'est le quotidien. Mais à Brossard, il n'y a pas beaucoup de Noirs. Même à 2h du mat, tu passes là, que ce soit dans l'après-midi ou dans la nuit, tu as plus de chances de te faire contrôler. Le commentaire qui revenait très souvent, c'était « Est-ce que tu habites dans le quartier ?» Donc... Comme si tu n'avais pas le droit d'habiter dans le quartier. C'est assez édifiant, mais bon, c'est la réalité, malheureusement. Donc, ça veut dire que l'apparence n'a pas trop d'impact dans... Non, je pense que quand tu peux être la personne la mieux habillée, mais quand tu détonnes, entre guillemets, parce que tu es la personne de couleur parmi des blancs, tu as plus de chances de te faire contrôler, selon moi. Toi, Patrick, est-ce que, en tant que personne noire, est-ce que tu es plus prudent dans tes actions, dans tes
parole à cause de ta couleur de peau. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont toujours préconiser de rester calme, justement parce qu'on est noir, on doit se montrer irréprochable. C'est une façon de voir les choses, mais je vois pas pourquoi en tant que noir je devrais être irréprochable. Je suis humain avant tout. Et c'est ça, en fait, tous ces stéréotypes, ces profilages, toutes ces actions-là, ça pousse les gens à se dire que je suis noir, donc je dois rester, je dois passer inaperçu, je dois être invisible, je dois faire attention à mes paroles, actions. Ouais, bien sûr, mais dans ce cas-là, on ne vit plus. Oui. On ne vit plus. Donc, je suis avant tout un humain, j'habite au Canada, donc je vois pas pourquoi je devrais être meilleur, entre guillemets, que quelqu'un d'autre. Enfin, quand je dis meilleur, c'est par exemple s'il y a une situation, pourquoi je devrais pas réagir. Je réagis en tant qu'humain. Alors, la CDPDJ, je pense que j'ai bien dit ça. C'est ça. En 2005, ils ont créé une définition du profilage racial. Mais est-ce que cette définition est toujours valable? Oui. On s'est basé sur la définition de la CDPDJ pour le cahier. Ils ont d'ailleurs collaboré avec nous sur le cahier. Et oui, elle est toujours valable. Penses-tu qu'elle devrait être révisée ou Non, parce que ce sont les mêmes problématiques. Les problématiques n'ont pas changé, donc Ça c'est la n'a même pas chose. changé. Comme je disais tout à l'heure, il y a eu certaines améliorations, mais ça reste quand même que le profilage racial est toujours présent. Donc on se fait toujours arrêter à cause de notre couleur de peau, même quand c'est pas justifié. Tu as dit même qu'il y a des diminutions, qu'il y a une diminution des interpellations. Donc, dans les rapports le montrent qu'entre 2020 et 2021, il y a une diminution des interpellations. Donc, c'est justifié par la COVID-19 et une nouvelle politique d'interpellation qui a été mise en place en 2020. Mais je voudrais savoir qui est-ce qui a poussé la mise en place de cette politique. Dans le cahier, on s'est beaucoup basé sur les trois rapports Harmonie. Donc, il y en a 2 qui ont été commandés par la ville de Montréal. Le premier en 2019, et c'est suite à ce premier rapport où il y avait des accusations de profilage racial. Il y avait de plus en plus d'associations, après la mort de George Floyd, d'associations qui sont montées au créneau pour dire que stop au profilage racial. Donc, le service de police de la ville de Montréal a dit, bon, on va vérifier les chiffres, on va faire par des chercheurs. C'était des chercheurs indépendants, donc on n'a pas pris des chercheurs, des policiers chercheurs, entre guillemets, pour venir mener cette recherche-là. Donc, et le rapport est sorti et il était assez accablant. Donc, la police a décidé, le service de police de la ville de Montréal a décidé de mettre en place une nouvelle politique d'interpellation en 2020. Est-ce que ça a beaucoup changé? Personnellement, je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations, de citoyens qui demandent un moratoire sur les interpellations. Non, je ne pense pas que ça ait beaucoup changé. Entre le dernier rapport et l'avant-dernier rapport, il n'y a pas eu de grands changements. Le dernier rapport Harmonie date de 2023. Non, parce qu'il y a toujours du profilage racial. Donc, est-ce qu'on peut dire que la politique a eu l'effet escompté, en fait? Non, parce que même les policiers, c'est ça qui est paradoxal, parce que même les policiers ne sont pas, ils sont pas très contents de cette nouvelle politique d'interpellation, parce ils estiment que ça leur met des bâtons dans les roues, dans leur façon de faire leur travail, parce que pour eux, l'interpellation, ils disent que c'est une pratique nécessaire, utile, et ils disent qu'ils ont l'impression d'être un peu freinés. Donc d'un côté, tu as les policiers qui sont pas, les principaux concernés qui ne sont pas contents, et tu as l'autre, les populations qui sont interpellées systématiquement à cause du profilage racial, qui sont pas non plus très contentes. Donc au final, ça aura servi à quoi? Voilà, c'est le constat. Le constat est là. 2020, entre 2019 et 2023, le profilage racial est toujours là et les associations montent toujours autant au créneau pour dire qu'il faut faire un moratoire sur les interpellations. On l'explique dans le cahier que le sentiment était que les policiers disaient ils sont découragés. Okay. Ils ont l'impression de ne pas être soutenus par leur hiérarchie. Ils ont l'impression que leur hiérarchie a cédé aux pressions des associations. Donc, ils ont l'impression d'être victimes, que ce sont eux les victimes, en fait, dans cette histoire de profilage racial. Qu'on les indexe parce que les gens ne connaissent pas leur réalité. Donc, ils estiment que la population ne connaît pas le travail de la police. C'est pour ça qu'ils en parlent. D'ailleurs, ils disent que le premier rapport Harmonie est un peu décontextualisé parce qu'ils trouvent que le contexte n'a pas été assez bien expliqué, le contexte de leur travail. Ouais, c'est ça même, je voulais demander, est-ce qu'ils sont d'accord avec ce rapport? Non, pas vraiment, non. Le contraire aurait été étonnant. Oui. Ok. D'après toi, est-ce que les mesures mises en place par le gouvernement et les services de police sont suffisantes pour lutter contre le profilage racial? Je partirais d'un prérequis. À partir du moment où le gouvernement ne reconnaît pas le racisme systémique, comment on veut mettre en place des politiques efficaces pour lutter contre le profilage racial? Il y a quelques années, il y a un juge, il y a 2-3 ans maintenant, le juge Hiergo a statué sur le fait que les interpellations, je ne veux pas me tromper, étaient illégales.
Et le gouvernement a porté l'affaire devant la plus haute juridiction parce qu'ils ne sont pas d'accord. Donc à partir de là, je te dirais non. Je pense pas que ce soit. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Malheureusement. Vous dites que le profilage racial a des conséquences sur la vie des gens. Donc je voudrais savoir quels sont les effets que le profilage a sur les gens. On en parle dans le cahier et le principal effet que je peux citer, c'est l'effet psychologique. Ça touche les personnes qui sont profilées. Les effets peuvent être dévastateurs. Et ça peut avoir des répercussions énormes sur lui, sur sa famille, sur son travail, parce que c'est pas rien de se faire profiler à cause de sa couleur de peau. Et par rapport aux effets psychologiques, j'ai ma collègue Marcilène qui a justement fait un cahier sur la santé mentale, sur les effets des discriminations, notamment le profilage racial, sur les populations noires. Donc ça fait vraiment le lien avec notre cahier, justement cette partie-là. Donc en tout cas, les personnes qui voudraient approfondir le sujet peuvent lire le cahier de Marcilène. Le profilage racial, ça semble créer un cercle vicieux où les policiers, avec leurs préjugés, ils disent qu'ils deviennent plus agressifs en fait. Donc quand ils sont face à une personne racisée. Et ces personnes racisées aussi, ils viennent avec... ils ont aussi une réaction contre l'injustice. Donc ça fait que les choses peuvent s'aggraver. Donc ça crée un cercle vicieux. Donc comment faire pour briser ce cercle vicieux? Rétablir la confiance entre population et la police. Je te dirais que c'est le dialogue. Le dialogue principalement entre les deux camps, entre guillemets. Parce que il y a un moment, il va bien falloir que les deux camps se parlent, parce que ça peut pas continuer comme ça. Parce qu'un jour, il va avoir un drame. Quelqu'un qui se fait arrêter 5 ou 6 fois, à la 7e fois, c'est sûr qu'il va pas dire aux policiers, il va pas t'accueillir avec un sourire. Faut être réaliste. Tu joues sur les limites, ça joue sur les nerfs. Donc, et le policier, lui, il arrive en se disant, lui, il va tout de suite être agressif parce qu'il ne m'aime pas, parce qu'il n'aime pas le métier que je fais. Oui. Donc, je pense qu'à un moment, il faut un dialogue entre les deux camps. Après, je ne sais pas qui va faire le premier pas, mais en tout cas, dans un monde idéal, il faudra un dialogue. Mais on ne sait pas qui va faire le premier pas. Non, et c'est malheureux parce que la situation perdure. Et comme je dis, j'aimerais pas qu'un jour il y ait un drame, parce que y a déjà eu des drames. Oui. Mais les drames qui font que les gens se réveillent, c'est pas ce qu'on souhaite. C'est pas ce qu'on souhaite, et j'aimerais pas qu'on en arrive là. Parce qu'aujourd'hui, les personnes, les gens des communautés noires sont tout simplement exaspérés, quoi, pour ne pas dire plus, de se faire contrôler à longueur de journée pour rien, la plupart du temps. De manière générale, qu'est-ce qui pourrait réduire le profilage racial? J'ai souvent parlé au cours de l'entretien de la formation des policiers. Déjà, pour moi, c'est complètement contradictoire le fait d'avoir des biais et de devenir policier. Donc, je parle même pas d'être raciste et de devenir policier. Tu es là pour servir. Tu deviens pas policier parce que tu as envie de te défouler. Tu es là pour servir. Donc, au moins, continue à rendre ce métier-là noble. Tu rentres pour servir. Déjà, tu dois avoir ça dans la tête. Et surtout, les formations, comme je disais, sur la diversité culturelle, sur les biais inconscients. Parce qu'il y a, dans le cahier, on a remarqué qu'il y a beaucoup de policiers qui avaient une vision très étroite du racisme, une définition étroite du racisme. Pour eux, être raciste, c'est tu te lèves, tu poses un geste délibéré, décomplexé, avec l'idée, entre guillemets, de te faire un noir. Okay. Ça, c'est raciste. Mais tu peux avoir un biais inconscient, comme on disait, noir, proxénète. Oui. Tu vas arrêter quelqu'un avec une Mercedes, c'est un biais inconscient. Donc, oui. Ils ont vraiment une vision étroite du racisme. Et je pense que ça pourrait vraiment aider cette formation-là, qui est la base, à mon avis, quand on veut être policier. Donc, c'est ça, à mon avis, la formation des policiers, ça pourrait beaucoup aider. Est-ce qu'il y a dans ce cahier des choses qui t'ont surpris, qui t'ont choqué? Comme je disais, cette vision étroite que certains policiers et policières avaient du racisme, ça m'a vraiment surpris. De me dire que, quand même, tu fais un métier, ce genre de métier où tu es amené à côtoyer des populations racisées. Et tu as une vision aussi étroite de ce qu'est le racisme. Et puis, ce rôle de jamais se remettre en question, en fait, en tant que corps de métier. De se dire qu'on nous attaque parce que les gens ne connaissent pas notre métier, pas que
pas parce qu'on fait des erreurs. Quand on leur parle de profilage racial, ils disent « Ah non, mais les gens abusent. » Voilà, comme on disait, les médias ont tendance à dire « Les Noirs se victimisent. » Oui. Ça m'a beaucoup surpris. Et puis, le fait qu'il y ait aussi ça, c'est une bonne surprise, le fait qu'il y ait une minorité de policiers et policières du service de police de Montréal, de la ville de Montréal, qui eux, ont plutôt une idée, sont plus éduqués sur les questions. Et justement, dans le cahier, on montre que ces gens-là, cette minorité, dénoncent le racisme au sein de la police de Montréal. Ils en ont été victimes eux-mêmes. Ils disent, avec leurs collègues, parce que le collègue peut faire une blague en se disant « Ouais, c'est juste drôle, mais tu te rends pas compte que c'est raciste. Ah ouais, toi, tu es un bon noir parce que tu parles pas à ce genre de propos-là. C'est raciste. » Mais ils s'en rendent pas compte. Donc, le fait qu'il y ait déjà cette prise de conscience-là de la part d'une minorité, c'était une très bonne surprise. Tu disais que tu ne t'identifiais pas comme noir au Sénégal. Est-ce que tu peux développer? Parce que ça peut paraître un peu particulier, paradoxal. Oui, parce qu'au Sénégal, je suis entourée de noirs, je peux dire des gens qui sont comme moi, donc j'avais pas souci de je suis noire, je suis pas noire. Donc t'as jamais fait sentir je me suis jamais fait sentir exclue au point de vouloir dire que oui, je suis vraiment noire. Mais en arrivant ici, on se rend compte qu'il y a le racisme, donc ça fait qu'on lance à la figure que vous êtes noir. C'est comme si c'était une insulte, je peux dire entre guillemets. Donc ce qui me pousse en fait à avoir cette fierté de dire à chaque fois que je suis noire. Donc ça devient une fierté de dire oui, je suis noire. Donc si vous me dites que tu es noire, moi je suis fière d'être noire. Donc c'est ça qui fait que là, je m'identifie maintenant plus à noire, jeune femme noire, que quand j'étais au Sénégal. Est-ce que tu connaissais déjà le terme de profilage racial avant d'arriver ici? Non, je ne connaissais pas ce terme-là. Par exemple, parce qu'au Sénégal, il n'y a pas de terme profilage racial. Je ne connaissais pas. En arrivant ici au Canada, que j'ai découvert exactement c'est quoi le profilage racial. Malheureusement. Malheureusement, oui. Et est-ce que tu en as vécu toi-même ou des gens de ton entourage, où tu as été victime, enfin, où tu as été témoin de profilage racial autour de toi? Non, pas encore et je ne le souhaite pas. Parce que je trouve que c'est une expérience très traumatisante. Donc, je ne l'ai pas encore vécu et je ne souhaite pas le vivre. Je souhaite à personne de vivre une expérience pareille. Je ne te le souhaite pas non plus. Surtout en voiture. Oui. Est-ce que, en tant que femme noire, tu te sens en sécurité par rapport en face de la police? Quand tu vois un policier ou une policière, est-ce que tu te sens tout de suite... Je vais faire la comparaison, parce que quand j'étais au Sénégal, les policiers, on les voyait très souvent. Je passais devant eux sans problème. J'allais au commissariat sans problème, je n'avais pas peur. Mais ici, quand je vois une voiture de police qui est dans mon entourage, je fais tout pour l'éviter. Parce que je me dis, il pourrait que je sois victime d'une balle perdue quelque part ou bien d'un profilage racial. Donc, très sérieusement, je n'ai pas cette confiance que j'avais quand tu étais au Sénégal. Quand j'étais au Sénégal, la police d'ici. Donc, et je trouve ça dommage parce que si, par exemple, j'ai besoin de la police, est-ce que j'aurai le courage d'aller vers eux pour leur demander de l'aide? Alors qu'ils sont censés nous protéger et tout. Donc, c'est un très mauvais réflexe que les personnes noires ont en face de la police, mais c'est lié au contexte. Oui. On n'a pas décidé d'avoir peur de la police ou dès qu'on voit la police de se dire je vais essayer de je fais profil bas. de marcher la tête droite, de pas regarder ni à gauche ni à droite pour pas croiser leur regard. Mais c'est exactement ça. Je marche, je les regarde pas, je marche, je regarde tout droit, donc j'évite le regard. C'est malheureux. Et est-ce que tu penses que tu es plus ou moins impacté par le profilage racial qu'un homme noir? Oui, je pense, parce que dans les médias, on voit plus les hommes noirs qui sont victimes du profilage racial. Peut-être que les femmes sont victimes aussi de profilage racial, mais elles ne le disent pas. Je pense que ce sont les hommes qui sont les plus susceptibles de vivre le profilage racial. Okay. En tout cas, comme tu as dit, mon collègue Judéon et moi avons rédigé ce cahier-là. Est-ce qu'on t'a appris quelque chose par rapport au sujet? Oui, la profondeur du problème, parce que je ne pensais pas que c'était aussi extrême que ça, et le traumatisme que ça peut causer. Peut-être moi-même, inconsciemment, j'avais une peur de la police, mais je ne m'en étais pas rendu compte peut-être. Donc en lisant ce cahier, je me rends compte que le problème est très profond et qu'il y a encore du chemin à faire. Ouais, beaucoup de chemin.
Merci Patrick. Pour le prochain Parlons-en, suivez-nous sur les réseaux, LinkedIn, Instagram, Facebook. Et c'est ça? Restez connectés. Restez connectés. Hein? Ouais, je peux dire, restez connectés.